Ils mentent en disant que j'ai perdu la lune, en me prophétisant un avenir de sable. Et que n'ont-ils pas dit avec leur langue froide? La fleur de l'univers, ils voulaient la proscrire. Il ne chantera plus jamais l'ambre insurgé de la sirène. Il ne possède qu'un village. Mâchonnant leurs papiers, leurs éternels papiers, ils y recommandaient l'oubli pour ma guitare. Moi, je lance à leurs yeux la lance éblouissante de notre amour qui cloue ton cœur avec le mien. Je réclame un jasmin tombé dans tes empreintes et perdu dans l'obscur, la nuit sous tes paupières. Quand la neuve clarté vient pour m'envelopper, je renais à nouveau, maître de mes ténèbres. Ramasse ses affaires. Sois heureux! Salut Victor! Dis-leur qu'on est vivants! À bientôt! Vive pour nous! Vive pour nous! Force à nous, Victor! Notre pays libre! Notre pays! Je suis arrivé avant-hier. Mais je me suis mis au piano 3 minutes, je crois, pas plus. Et c'était très beau, enfin, de sentir que le piano pouvait sonner. Il a repris contact tout de suite le lendemain avec le piano. Ce piano qui est là et sur lequel il s'est mis à jouer, ça a été une grande émotion pour lui. Je me souviens quand j'ai mis les mains sur le piano, et j'avais joué un accord de sol mineur. Et j'ai eu l'impression que c'était un orgue. Parce que j'avais perdu complètement la notion de l'attaque pianistique et les sons que cela pouvait produire. Donc j'ai entendu tout d'un coup un orgue. Et je n'avais pas joué fort. C'est le clavier que j'ai reçu en septembre 1979, quand j'étais à la prison militaire appelée Libertad, en Uruguay. Au moment de ma séquestration, fin 1977, et une fois que mes collègues qui avaient bougé ciel et terre pour que je ne cours pas les sorts des disparus d'Argentine et de l'Amérique du Sud. Et ils ont commencé à bouger, mes collègues musiciens, pour que j'ai un piano dans la prison, de façon à ce que je ne perde pas ma capacité pianistique. Et finalement, c'est pas une démarche de la reine d'Angleterre et de l'un de ses neveux, qui était militaire et qui avait fait un cours au Panama avec le chef de l'état-major de l'Uruguay à l'époque. C'est lui qui a obtenu la possibilité d'avoir un clavier. Qu'est-ce que c'est que ce piano? C'est un cadeau de la reine d'Angleterre. Mais les militaires ont dit, on n'a pas de place. C'était une immense prison, enfin, il y avait ce qui était le plus, c'était la place. Mais en plus, on voit mal un piano dans une prison militaire, donc on lui permettra de faire du piano, mais sur un clavier muet.
Et finalement, le 21 septembre 1978, j'ai reçu cet instrument. Il faut avoir été dans une prison militaire sud-américaine pour savoir combien on est coupé du monde. Et tout d'un coup, ce clavier, pour moi, représentait l'amour. L'amour des milliers de collègues, d'amis, des amis connus et inconnus, qui avaient bougé ciel et terre pour que je puisse travailler mes mains. La première chose que j'avais essayé de jouer, c'était le début de la sonata Passionata de Beethoven. Et ce 29 septembre, j'ai entendu intérieurement, évidemment, les sons et l'ambiance de cette merveilleuse œuvre. Et je me souviens que les larmes me coulaient, mais c'était des larmes de joie. Le contexte des années 70 en Amérique du Sud, c'était l'occupation militaire. Il y avait des dictatures militaires partout, que ce soit au Brésil, au Paraguay, en Bolivie, au Chili, en Argentine, en Uruguay. Et j'étais séquestré en 1977. C'était une époque d'obscurantisme où tout le monde était suspect. En 1976, bon, je m'étais installé en Uruguay parce que c'est pas que je me sentais en danger de mort, mais je savais que les choses étaient très difficiles et que mon nom était inscrit dans les listes noires de beaucoup, des centaines d'intellectuels et des artistes argentins. Alors je me suis installé en Uruguay où j'ai travaillé comme prof dans un conservatoire privé. Et à un moment donné, je faisais une tournée en Amérique latine et au Canada. Et en rentrant de cette tournée, j'apprends chez moi à Montevideo qu'un de mes amis de Tucumán, de ma ville natale, qui avait travaillé avec mon père et qui était un dirigeant du mouvement Montonero en Argentine, m'avait cherché et il était suivi. C'est-à-dire les militaires l'avaient détecté, il les suivait partout. Alors ça était le prétexte pour ma séquestration. Et c'est comme ça qu'ils ont monté un opératif incroyable, démesuré, parce qu'il y avait une cinquantaine de voitures. Ils m'ont attaché les mains derrière, avec des menottes, les pieds, et ils m'ont installé une cagoule, et ils m'ont mis dans un camion. Enfin, la seule chose qu'on percevait de l'extérieur, c'était les odeurs, parce qu'on ne voyait plus rien. Et ça a été le cas pendant 2 semaines. La séquestration a commencé par des coups de pied, par des coups de poing, par des poings, par des violences vraiment terribles. Il y avait une politique planifiée par des psychologues pour chaque individu. Il y avait une autre politique de groupe. Il y avait une politique pour chaque étage de la prison. Et ça nous mettait dans des états d'alerte permanents. Et on n'était jamais tranquille, même en prison, la plupart de mes compagnons rêvaient qu'ils étaient en prison. Quand le plus normal, c'est qu'on rêve de la liberté, on rêve de faire tout ce qu'on ne pouvait pas faire en prison. Et ils arrivaient par des méthodes très sophistiquées à, même pendant le sommeil, faire sentir qu'on était en prison.
c'est comme ça qu'ils ont rendu fous beaucoup des compagnons et qu'ils les ont réduits à des loques, des fois. C'était interdit que nos enfants dessinent une colombe, par exemple. C'était des lettres censurées qui n'entraient jamais. S'il y avait une colombe ou s'il y avait une fleur qui pouvait faire penser à une rose. Toi, tu viens avec moi. Tu ne savais pas que les oiseaux, c'est interdit. Je l'avais connu parce que c'était un ami, il l'avait connu lui-même, Jean-Louis, mon fils, chez Nadia Boulanger. C'était des camarades très chers chez Nadia Boulanger. Le jour où j'ai appris cet événement, j'ai pris contact avec Amnesty International en leur disant ben voilà, il y a un cas, il faut que vous vous en occupiez tout de suite. Et Amnesty nous a dit écoutez, nous sommes brûlés en Uruguay. On ne peut rien faire. C'est très mauvais que nous soyons mêlés à une affaire qui, c'est pas bon pour Estrella, ce ne sera pas bon. Il vaut mieux que vous constituiez un comité spécifique Estrella. Et c'est ce qui nous a amenés à créer, d'abord sur le papier, un comité de défense de Miguel Ángel Estrella, dont le président d'honneur était Nadia Boulanger et Yehudi Menuhin, et dont le président effectif a été Henri Dutilleux. Nous avons très vite appris par des amis proches de lui, et particulièrement par Yves Haguenauer, qui était lui la cheville ouvrière, vraiment l'âme de ce comité de soutien. Il a réuni des noms de musiciens. Je pense à tous ceux qui, immédiatement, des musiciens français et étrangers, se sont associés à l'action de ce comité de soutien. Au fur et à mesure que le temps s'écoulait, nous avons été très aidés par M. Chaban-Delmas et par beaucoup d'hommes politiques qui ont participé à notre action. Je me rappelle par exemple d'une lettre ouverte qui était publiée dans des journaux de l'Argentine. Est-ce que vous pourriez nous raconter dans quel contexte vous l'avez préparée, cette lettre? Parce que j'ai appris que si j'écrivais moi-même une lettre de cette nature à ce moment-là, ça risquait de faire basculer les choses et d'obtenir sa libération. J'étais à l'époque président de l'intergroupe pour les droits de l'homme à l'Assemblée nationale. Un intergroupe qui comprenait des députés de toutes les formations politiques. Et un intergroupe qui s'était donné pour mission de dénoncer les atteintes aux droits de l'homme dans tous les pays où elles se produisaient, et ils étaient nombreux, et ils sont encore nombreux, et qui agissait à travers toutes sortes de démarches, des démarches auprès des ambassades, des correspondances échangées avec les gouvernements, des visites sur place. Et s'agissant d'Estrella, il faisait partie de ces prisonniers symboles dont le cas était particulièrement intéressant par conséquent. Et je dois dire que je suis intervenu de différentes manières, aussi bien auprès de l'ambassadeur d'Argentine ici qu'auprès des autorités argentines pour contribuer à sa libération, au nom de l'intergroupe des droits de l'homme. J'ai connu la situation de Miguel Estrella en prison bien avant qu'il ne soit libéré. C'était donc avant le septennat de la présidence de François Mitterrand, et avec le Parti socialiste et une association qui s'appelait à l'époque Solidarité internationale, nous avions beaucoup œuvré pour faire connaître son martyre et le faire libérer. Concrètement, j'ai fait comme un certain nombre d'autres Français, peu nombreux au début, puis de plus en plus nombreux, c'est-à-dire intervenir auprès du gouvernement français pour qu'il ne reste pas silencieux, parce que c'était le cas à l'époque, sur cette arrestation. Le procès, ça a été quand même une parodie, parce qu'ils savaient très bien ce qu'ils allaient faire. Oui.
Cet homme au crâne rasé, en costume de bagnard, c'est lui, c'est Miguel Estrella. Au nom de quel droit le tribunal militaire suprême uruguayen a-t-il laissé l'artiste, un Argentin, plus de 2 ans en prison? Écoutez l'explication des juges. Au nom du droit naturel de l'Uruguay, à exercer la solidarité des peuples libres contre les terroristes internationaux. Il y avait beaucoup de prisonniers qui étaient là depuis 8, 9, 10 ans, même davantage, et sans être jugés. Et Estrella aurait été certainement dans le même cas que les autres. Et en mars, il y a une grande manifestation pour Sakharov à la salle Pleyel. Et je m'y trouvais. Et on a pu obtenir que Miguel Ángel Estrella soit là, lui-même. Il était là, présent. Rostropovitch et Galina Vishnevskaya se trouvent évidemment là. Ils étaient pour beaucoup dans l'organisation de cette manifestation. Je ne vais pas vous quitter sans vous demander d'amplifier cette lutte, surtout pour les milliers de prisonniers des dictatures d'Amérique latine. Ma mère adorait la poésie, mon père est poète. Et pour le carnaval, un jour, elle est allée à Tucumán, à la ville de Tucumán. Et elle avait entendu parler d'un jeune poète d'origine libanaise qui était persécuté politiquement et qui faisait des réunions très privées dans des maisons où il lisait ses poèmes. Et là, ils ont eu un coup de foudre. Ma mère était une femme, ce que nous appelons dans le nord du pays une femme aspirante, c'est-à-dire une paysanne, une jeune paysanne qui voulait vraiment se cultiver, qui voulait échapper à cette logique de la misère à jamais. Alors tout d'un coup, elle s'est mise à lire. Elle a créé la première bibliothèque de Vinara. Où il paraît que Vinara autrefois était un lieu d'une végétation très verte. Mais quand il y a eu les Anglais qui dominaient l'Argentine, tous les bois ont été coupés pour faire les chemins de fer. Et ça a complètement changé le climat. Donc Vinara est devenu un lieu désertique, où il n'y a pas d'agriculture, par exemple. C'est pas un village, c'est ce que nous appelons chez nous un caserío, c'est-à-dire un ensemble de maisons, de hameaux. Et il n'y a pas de rue, de ruelles, rien. Évidemment, dans mon enfance, il n'y a jamais été question du piano à Vinara. Il y a eu, quand j'avais 12 ans, mon père, qui chantait dans une chorale, il avait une très belle voix, et m'a amené à un concert de l'orchestre symphonique de l'université de Tucumán. Et l'orchestre était formé à 90% par des gens qui échappaient à la guerre en Europe. Alors ils jouaient et ils avaient invité une pianiste polonaise, Alina Czerny-Szczepanska, qui jouait les concertos en mi mineur de Chopin. Alors c'est là que j'ai découvert le piano. Viditay, ya me voy de los pagos del Tucumán. En la conquija viene clareando, vidita, nunca te di olvidar. Carlo Cillario, c'était un personnage d'un talent fou,
très méridional, dans des rapports très faciles avec les gens. Et il avait une aura à Tucumán extraordinaire. C'était le musicien italien qui échappait à la guerre et qui s'était installé à Tucumán, et il dirigeait un orchestre qui était à l'époque l'un des meilleurs orchestres de l'Amérique du Sud. Alors cet homme-là, il m'a mis une partition d'un petit prélude de Bach. Je ne veux pas. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu sais faire donc? Pourquoi ta mère, elle dit que tu as la musique à l'intérieur de toi, que tu chantes très bien, que tu danses très bien, etc. Et alors, je lui dis, mais si je joue, par exemple, Viene Clareando, qui est une samba d'Atahualpa. Et alors, j'ai joué, c'est une très belle samba d'amour. Bon, alors il m'a dit, le son est très bon. Et tu sais les notes que tu joues? J'ai dit oui. Alors il m'a fait tourner, il m'a fait une preuve, un examen d'oreille. Bon, en conclusion, il a dit à ma mère, écoutez, cet enfant est né pour faire de la musique. Mais ce n'est pas ici à Tucumán qu'il va apprendre la musique. Il faut qu'il aille très loin, à Buenos Aires, donc à 1350 km. Alors c'est là qu'il y a eu la réflexion de ma mère, me disant, tu auras bientôt 13 ans, et figure-toi que la vie à Buenos Aires est une vie très compliquée. C'est une grande métropole. Et il faut que tu comprennes que la vie familiale est très importante. Tu n'auras jamais à Buenos Aires l'entourage de tes frères, de tes parents, de tes oncles, de tes tantes, ta grand-mère. Tout ce monde affectif qui modèle la personnalité d'un être humain. Et il faut que tu sois modelé par cette famille qui t'aime. Évidemment, mes parents ont fait de leur mieux pour que je puisse apprendre un peu de piano à Tucumán, avant d'aller à Buenos Aires. Aires, il y avait beaucoup de problèmes parce que les profs étaient trop chers, personne ne comprenait qu'à 18 ans on pouvait encore commencer, les conservatoires mettaient beaucoup de difficultés. Bon, à la longue j'étais inscrit au plus bas, donc mes copains c'était des gars, des filles de 8 ans. Ils m'appelaient souvent les grands-pères. Et j'ai quitté le conservatoire en tant qu'étudiant qui devait aller quotidiennement au conservatoire parce que je trouvais que ça me faisait perdre un temps fou d'assister à tous les cours. Donc il valait mieux être étudiant libre et donner des examens 2 fois par an. Et c'est comme ça qu'à 3 ans, j'ai fait tous les conservatoires. Buenos Aires, c'est une ville, tu la connais, où il y a énormément de bus. Les bus, ça fait partie du paysage du pays. C'est pas comme à Paris. Alors d'une part, et pour me faire un peu de sous, j'ai donné des cours d'espagnol. Et alors en sortant de ces cours, je prends l'autobus et je paye mon ticket. Et je vois au fond de l'autobus une paire de yeux brûlants, noirs, comme du charbon, mais brillants, dans un visage très timide.
C'était Martha. Alors j'étais fasciné. Alors je suis allé tout droit vers ses paires des yeux. Alors la fille qui a rougi immédiatement et quand je me suis mis à côté d'elle. Alors au bout de, je ne sais pas, 300 mètres, on est descendu, la main dans la main. Et on ne s'est plus séparés pendant 14 ans. Elle avait une voix prodigieuse qui me provoquait toutes les émotions possibles. Et quand je l'entendais chanter, parce qu'elle m'enseignait le solfège. Donc elle chantait pour mieux m'apprendre. Est-ce que tu pourrais nous jouer son regard? Je ne sais pas si je pourrais. Après l'expérience que j'avais eue avec Adolfo Mindlin, donc mon premier prof de piano à Buenos Aires, j'ai eu un merveilleux professeur qui était Orestes Castronuovo, qui est celui qui m'a beaucoup plongé dans la musique contemporaine. À l'époque, figure-toi, dans les années 58, il jouait l'intégrale de Boulez, de Schoenberg, Webern, Stockhausen, de musique qui... À l'époque, il n'y avait que lui qui les jouait en Argentine. Les analyses étaient très poussées, donc il fallait exactement savoir ce qu'on voulait faire d'une œuvre, ce qu'on voulait dire. Seulement, il n'y avait pas une composante émotionnelle dans ce qu'il parlait. C'était l'opposé de Celia Bronstein, par exemple, qui est le prof suivant. Paris est dans notre éducation, dans notre culture, est toujours un but. Aujourd'hui aussi. La vie pour nous n'était pas facile ici à Paris. On trouvait que c'était une société très intolérante. Et nous nous sentions un peu comme des métèques. Mes rapports dans le milieu musical parisien étaient tout ce qu'il y avait de plus mauvais. Marguerite Long, à l'époque, c'était le tout-puissant dans le milieu musical parisien. Bon, il n'y a eu jamais d'entente musicale entre nous, ni entente personnelle, enfin d'aucune sorte. Elle me disait, comment tu as 28 ans et c'est pas pensable que tu sois déjà marié avec un enfant. Alors tu parles beaucoup de ta femme, et ici il y a beaucoup de femmes qui seraient ravies de te connaître, que je peux te présenter. Mais non, monsieur est marié, monsieur doit aller accompagner sa femme, monsieur doit amener les petits à l'école maternelle, et monsieur doit faire de la musique avec sa femme, qui n'est pas une cantatrice opéra. Enfin, je comprendrais s'il était une grande diva. Non, elle fait la musique de chambre, madame. Alors, tu vas pas amener madame ici. Alors j'étais horriblement vexé par tout ça, et ça m'éloignait de plus en plus d'elle. Alors, puisque tu ne veux pas te soumettre à ce que je te conseille, parce que je veux ton bien, je veux que tu sois célèbre et riche, tu veux pas. Monsieur, il est social. Alors, et si tu ne peux pas faire le serment formel, là tout de suite, que tu vas te soumettre à tous mes dictats, tu ne mets plus le pied ici.
J'ai dit, évidemment, je ne mettrai plus le pied ici, madame. Au revoir. Deux ans plus tard, fin 68, j'avais eu la bourse de l'ambassade de France pour venir travailler. Donc j'avais demandé de travailler avec Nadia Boulanger. Et ça correspondait aussi au fait que Martha était très malade, elle avait un cancer, et on nous avait dit qu'il n'y avait qu'en France ou en Suède qu'elle pouvait être bien soignée. Sur le plan de mon travail avec Nadia Boulanger, je suis entré dans l'univers que je cherchais. Nadia Boulanger était un personnage très impressionnant, personne très intelligente, une très grande présence, et qui pouvait, par parfois un seul mot dans une conversation, par une pensée, voilà, pouvait vous faire découvrir des tas de choses. Elle glissait quelque chose qui vous faisait rêver. Alors on extrapolait, on repensait à ces choses chez soi, et finalement c'était très bénéfique, très enrichissant. Dans la même tranche de 3 heures de classe, on abordait des problèmes pianistiques, direction d'orchestre, orchestration, analyse, enfin, c'était une classe extrêmement diverse. Et les compositeurs qui sont passés chez elle, elle admettait des styles tout à fait différents. On sait quelle était son admiration pour Stravinsky, mais elle n'a pas cherché du tout à susciter des sous-Stravinsky, pas du tout. Et Nadia me suivait très bien, donc elle n'était pas d'un autoritarisme, elle avait beaucoup d'autorité sur moi pour me donner des conseils très concrets et précis, mais elle m'écoutait aussi. Et je me sentais un être humain à part entière. J'avais fait mon premier concert à l'École normale de musique, c'était en avril 69. Alors Nadia et Claudine s'étaient donné un mal fou pour organiser ce concert, qui était le premier concert que les Crous organisaient pour un jeune boursier. Alors Nadia avait signé de sa main une centaine d'invitations pour des organisateurs de concerts, des critiques musicaux, etc. Donc personne n'est venu à ce concert. Enfin, il y avait un monde fou, mais pas de critiques. Et Nadia était tellement enragée, et je lui disais, mais vous savez, c'est comme ça. Les paris musicaux, c'est comme ça. Alors même si c'est signé de vous, vous voyez, les gens ne sont pas courtois. Alors elle a pris la plume, elle a écrit une critique sur le concert. Alors c'est une critique qui m'a valu beaucoup de portes ouvertes en Angleterre, par exemple en Allemagne.
La première fois que j'étais au Baumette, à la prison de Marseille, il était très difficile. Alors quand j'ai commencé à jouer, et j'ai joué du Bach, et là ils se sont mis à parler pendant que je jouais sans aucune considération. Et alors je dis, je vais jouer une deuxième fois et vous allez avoir peut-être des images. Et quand j'aurai fini, vous me le dites. Alors je recommence. Et un bruit infernal aussi. Il y a un gars qui me dit, qu'est-ce que tu viens foutre ici? Tu es un envoyé de Mitterrand ou de Badinter. Bon, il y a eu des réponses négatives et d'autres positives. Enfin, des gars qui disaient, écoutez, quand même, il a une gueule sympathique, celui-là, et laissez-le jouer. Peut-être c'est vrai ce qu'il dit. Nous, on croit à rien, mais c'est peut-être vrai. Bon, alors, j'ai joué pour la troisième fois mon allemand de Jean-Sébastien Bach. La danse de Jean-Sébastien Bach est finie. Et il y a un gars qui se lève pour dire, et j'ai une image. Et j'étais, je crois, en Suisse, mais ça n'a aucune importance. Derrière moi, il y avait un château. Ça n'a aucune importance non plus. Devant moi, il y avait un lac où il y avait de l'eau. Et l'eau avait une couleur tellement fantastique que je n'ai jamais vue. Une eau de cette couleur. Tout de suite, il y a un autre gars qui se lève pour dire « Moi aussi, tu m'as amené ailleurs. » Je ne sais pas où j'étais, mais c'était la campagne. L'idée est née quand j'étais dans une séance de torture. Dans une de ces séances très violentes, je disais, Seigneur, si un jour je m'en sors et je vis, j'aimerais créer avec la musique quelque chose contre la torture, contre la sauvagerie, contre la violence, contre cette inimaginable cruauté qui peuvent développer les êtres humains. Alors, intérieurement, je sentais une voix qui me disait très bien, mais fais-le pas contre, fais-le pour. Et c'est comme ça que l'idée de musique pour l'espérance est venue. Bon, le point d'union, c'est la philosophie de la musique espérance qui est axée sur 3 points fondamentaux: les combats pour les droits de l'homme, le travail de solidarité pour développer la vie musicale dans le quart-monde et dans le tiers-monde. Et il y a le travail pour les jeunes musiciens. Nous avons imaginé une sélection qui essaye d'échapper à la logique de la rivalité et de la compétition agressive. Les jeunes musiciens n'auront pas un prix en nature, mais on va leur assurer une série de 6 concerts en France et à l'étranger. Il aurait pu dire musique résistance. Or, il dit musique espérance. Est-ce que ça veut dire qu'il ne résiste pas? Absolument pas. Sa vie même en est la preuve. Mais il sent ce qui est la caractéristique du monde aujourd'hui, mais du monde entier, c'est qu'on est à une faille de l'histoire où il y a un bond de civilisation à faire. Et je trouve qu'en mettant espérance, il met ce qui secrètement habite les cœurs, y compris des plus démunis.
aquí en Vinará, en donde funciona un taller de música Esperanza desde hace un año y medio. Es un taller de música, un taller de dibujo, un taller de danzas y próximamente se está por crear un taller de prácticas agrícolas, que es uno de los modos que hemos pensado con la Comisión de Música Esperanza de Vinará y de las Termas de Riondo. Podría ser un remedio a alguno de los males de la miseria de esta zona. Il avait compris que la musique ne devait pas être réservée à des gens particulièrement fortunés ou nantis, mais qu'il fallait la porter jusqu'aux plus pauvres et aux plus éloignés, dans les campagnes. Et il avait commencé, c'est une sorte de mission qu'il s'était donnée. C'est un apostolat. Je trouve que c'est une démarche auprès des jeunes de les faire se rencontrer autour d'un langage universel qui nous rapproche, j'espère pas à pas, mais enfin à pas sûr, vers la paix, la reconnaissance des autres et la communication qui est l'élément essentiel pour savoir vivre ensemble. Je sais qu'il y a un petit proverbe arabe ou une déclaration d'un poète arabe qui dit que finalement on ne peut donner que deux choses à des enfants, c'est des racines et des ailes. Eh bien, je trouve que quand il a rencontré cette tribu indienne, enfin cette population indienne, et qu'il a joué devant elle, eh bien, il y avait les racines, il la respectait, et lui il leur donnait aussi des ailes. Tout ça c'est Estrella, il est comme ça. C'est un être, comment on pourrait dire, fragile. Et moi, je ne connais pas d'être humain intéressant s'il n'a pas une part de fragilité. C'est dans la fragilité que tout naît. Parce que la fragilité, ça veut dire écoute des autres. Écoute des autres pour prendre chez les autres ce qu'il y a d'original, de neuf, de créateur. Dans mon répertoire, j'aimais ça un récitaliste qui a besoin d'une palette très large d'émotions. Je n'imagine pas, moi, donnant des concerts Mozart ou des concerts Beethoven, des compositeurs que j'adore. Mais dans un récital, j'aime beaucoup qu'il y ait de tout. J'aime beaucoup cette variété qui me permet
et une conversation avec le public et qui est didactique, et qui, je crois, est bénéfique pour le public et pour moi. Il est évident que Beethoven, que j'aime beaucoup jouer à l'occasion, ne fait pas bon ménage avec Chopin. Je n'aime pas beaucoup jouer Debussy et Ravel dans le même programme, car c'est deux univers tout à fait différents. Mais je joue très souvent l'un ou l'autre. Nous ne sommes pas tous faits pour jouer de la même manière, Dieu merci. Parce que autrement, ça serait une musique complètement monotone, égale. Miguel Ángel Estrella, je trouve qu'il a vraiment trouvé à interpréter Chopin d'une manière qui me convient tout à fait. Mais enfin, il n'y a pas que ça, il y a des auteurs un peu délaissés actuellement, et français. Bon. Par exemple, Gabriel Fauré. Certaines de ses dernières œuvres, parce qu'il y a dans la musique de piano de Gabriel Fauré, il y a des œuvres qui ont été écrites davantage pour des circonstances particulières ou un peu pour les salons, etc. Mais certains nocturnes de la fin de la vie de Fauré, j'ai entendu certains d'entre eux par Miguel Ángel Estrella, et c'est vraiment tout à fait cela. Suivant chaque interprète, il y aura un phénomène de saturation au bout d'un certain nombre de concerts, ou non. De même que certains acteurs ont la capacité de jouer 150 fois la même pièce en donnant toujours l'impression que c'est la première fois. Et c'est ça le véritable problème pour les interprètes. Je crois que le moment les plus beaux d'un interprète, c'est quand on peut jouer librement, étant fidèle au texte, mais n'oubliant jamais que la musique doit vivre dans chaque note. Donc il y a forcément des respirations, des nuances, des ralentandos, des choses que nous devons pouvoir faire si nous les sentons. Quand j'ai besoin de découvrir une œuvre et j'envisage de la jouer un jour en public, l'élan essentiel, le moteur, celui qui va me dicter la ténacité pour le travail intellectuel et technique, c'est toujours un besoin qui me parle du fond des entrailles. Ça vient de l'émotion. C'est le cas, par exemple, des études de résonance d'Henri Dutilleux qui m'ont fasciné au début par les mystères mélancoliques des harmonies. Voilà les harmonies qui m'ont fasciné dans ce Dutilleux.